Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la webconférence Décret tertiaire où en est votre collectivité face à la transition énergétique. Pour le confort de tous, vos micros et caméras sont coupés. Nous vous informons que la webconférence est enregistrée afin de vous proposer prochainement un replay. Vous pouvez poser vos questions par écrit tout le long de la webconférence et nous y répondrons à la fin de chaque intervention. Si nous n'avons pas assez de temps pour répondre à toutes les questions, nous reviendrons vers vous par email. Tout d'abord, nous tenons à vous remercier de votre présence et sommes ravis de vous compter parmi nous pour cette webconférence organisée par SMAC l'Assurance via l'atelier SMAC. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que l'atelier SMAC? Il s'agit d'une communauté d'experts de l'assurance des territoires. En créant l'atelier SMAC, il a été souhaité d'engager une véritable démarche collaborative pour accompagner nos assurés sur leurs problématiques et co-concevoir ensemble des solutions innovantes qui répondent à leurs besoins. Pour commencer à aborder le sujet du décret tertiaire, il me semble évident d'introduire avec les données suivantes. 50% et 44% d'entre vous, respectivement, sont novices ou intermédiaires au sujet du décret tertiaire et une majorité de 58% n'ont pas encore engagé de démarche à propos de ce sujet. Je laisse la parole à Édouard qui va vous présenter le programme ainsi que le contexte. Bonjour à tous, bienvenue à notre webconférence. Je me présente rapidement, Édouard Trespaillé, chef de projet chez SMAC Assurance. Nous avons donc effectivement souhaité aborder le sujet du décret tertiaire ce matin, puisqu'il s'agit d'un sujet d'actualité pour les collectivités qui sont concernées et demandeuses d'informations sur ce sujet. Effectivement, le plan de sobriété énergétique oblige les bailleurs et les occupants de bâtiments avec plus de 1000 mètres carrés utilisés pour des activités tertiaires à réduire drastiquement leur consommation d'énergie dans les prochaines décennies, notamment au moins 40% d'ici 2030, si on s'arrête sur les chiffres. Et pour traiter ce sujet ce matin, nous avons trois intervenants qui nous font l'honneur de leur présence, qu'on remercie. Dans un premier temps, Maître Corneloup, avocat spécialiste de droit public, qui nous fera un rappel du décret tertiaire et de sa mise en œuvre. Nous aurons ensuite une intervention de Monsieur Albert Balem, qui est directeur des services techniques de la commune de Bure-sur-Yvette et qui nous partagera son retour d'expérience sur la mise en place d'application de mesures de réduction de consommation d'énergie. Et puis ensuite, Monsieur Christian Aimé, dirigeant de l'entreprise Zero Water, vous présentera des solutions de management de l'énergie. Voilà, donc je laisse la parole dans un premier temps à Monsieur Corneloup pour la première partie de cette webconférence. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc, il s'agit effectivement pour moi d'étudier assez rapidement le cadre juridique du décret tertiaire. Alors, compte tenu des personnes qui se sont inscrites, effectivement, je crois qu'il y a un niveau de connaissance qui n'est pas très appuyé de ce décret. Donc, je vais essayer de reprendre toutes les bases. Je n'irai pas dans le moindre détail. Vous allez voir que quand même, c'est une structuration juridique quand même qui est relativement complexe. Donc, il faut reprendre les différents éléments. Alors, premier point, qui est concerné par ce décret tertiaire afin qu'il y ait, je dirais, une diminution très forte de la consommation énergétique dans les locaux concernés. Alors, il s'agit des propriétaires et locataires, j'y reviendrai tout à l'heure, alors privés comme publics, et ici évidemment c'est les personnes publiques qui vont surtout nous concerner, de locaux qui ont une surface de plancher égale ou supérieure à 1000 mètres carrés. Alors, la notion de surface de plancher, j'y reviendrai également, c'est une notion de droit de l'urbanisme. Il faut bien comprendre comment elle est calculée. Une surface de plancher qui est destinée, je vais dire pour faire simple, à tout, sauf à des fins industrielles ou résidentielles. Je vous laisse découvrir la définition donnée par l'arrêté du 10 avril 2020. Il s'agit d'un local d'activité qui est affecté à différentes fonctions d'enseignement, des locaux sportifs, les locaux culturels, etc. On va dire tous les locaux à finalité administrative. Et puis, troisième point, quelle que soit la date de construction du bien. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que pour respecter ce décret, il faut tenir compte du très très vieux bâtiment comme du bâtiment qui vient d'être construit. Donc l'ensemble des bâtiments à finalité administrative, avec quand même des exceptions qu'on comprend assez bien, tout ce qui est construction précaire, les bâtiments qui sont destinés au culte et tout ce qui est relatif à la défense, à la sécurité civile et à la sécurité intérieure du territoire, pour des raisons évidemment de confidentialité. Alors, c'est donc
qui est concerné, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a deux choses à faire. Il y a deux types d'obligations. Il y a tout d'abord une obligation qu'on appelle de reporting annuel des consommations énergétiques sur une plateforme qui a été créée par l'ADEME, qui s'appelle Opéra, mais avec un T à la fin, où il s'agit d'indiquer chaque année quelle est la consommation énergétique de tous ces bâtiments qui sont au moins égales pour leur surface de plancher à 1000 mètres carrés. C'est une opération relativement simple avec une inscription sur le site en cause. Et puis, deuxième point, et là c'est infiniment moins simple, c'est l'obligation de rénovation énergétique qu'il nous faut donc étudier. Alors, les objectifs du décret tertiaire, ils ont été rappelés tout à l'heure. On parle toujours de l'objectif, je dirais, en valeur relative. Il nous dit que vous devez, pour vos bâtiments qui font au moins 1000 mètres carrés, atteindre une réduction de la consommation énergétique de 40% d'ici 2030, 50% d'ici 2040 et 60% d'ici 2050, par rapport à une année de référence que vous choisissez librement entre 2010 et 2019. Mais il y a également la possibilité, et ça c'est un peu moins connu, de retenir un objectif en valeur absolue, et ça va concerner les bâtiments récents qui sont avec déjà des bonnes performances énergétiques, pour atteindre un certain seuil de consommation d'énergie finale par mètre carré. Nous engager à se plier un certain seuil de consommation. Ça concerne relativement peu de bâtiments, ça regarde l'ensemble du patrimoine bâti concerné. Alors, on a vu, et c'est ce qui est indiqué sur la slide suivante, qu'il y a un calcul des 1000 mètres carrés, 1000 mètres carrés de superficie, de surface de plancher. Alors, pour savoir comment calculer la chose, il faut se référer au Code de l'urbanisme, à l'article R111-22, qui est principalement utilisé pour savoir, quand des personnes veulent construire, s'ils doivent déposer un permis de construire ou un dossier de déclaration préalable. Et il faut donc calculer la surface de plancher qui est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert. Si vous avez 5 étages, vous calculez vraiment tous les planchers qui sont présents. Calculer à partir du nu intérieur des façades, c'est-à-dire de mur à mur, sans tenir compte de l'épaisseur des différents murs, et en enlevant un certain nombre de surfaces, tout ce qui est par exemple au-dessus des escaliers qui ne correspond pas à du plancher véritablement. Et le tout, lorsque on atteint au moins 1,80 m, c'est-à-dire que dans les combles, on va calculer simplement la partie qui est d'1,80 m. Pour tout ce qui est activité du bureau, on va parfois utiliser la notion de surface utile brute. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais c'est grosso modo la même chose que la surface de plancher. Et puis pour les bâtiments et ensembles commerciaux, qui ne vont pas nous concerner véritablement, vous, en tant que personne publique, sauf si vous passez d'un bail commercial, notamment sur votre domaine privé. Et là, c'est la surface commerciale utile qui est utilisée sur la définition des 1000 m². Il faut retenir principalement la surface de plancher. Ensuite, il nous faut étudier les notions qui va revenir fréquemment, à savoir la notion d'unité foncière. Qu'est-ce qu'une unité foncière? Le Conseil d'État l'a défini en 2005 et il a expliqué qu'une unité foncière, c'est un îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Et c'est extrêmement important parce que, évidemment, pour que ce décret soit efficace, il ne faut pas que l'on puisse, je dirais, diviser les différents bâtiments qui peuvent exister pour systématiquement être en dessous des 1000 mètres carrés. Et ça signifie, et c'est les deux schémas qui vous sont présentés, que finalement, si vous avez, c'est un exemple qu'on a pris, un groupe scolaire à côté d'une mairie, que ce soit deux parcelles, que ce soit la même parcelle, dans tous les cas, si on atteint 1000 mètres carrés, il faut respecter le décret tertiaire. Premier point. Donc, une division cadastrale, s'il y a des petits malins, et évidemment, c'est ceux qui a voulu être évité, pensent qu'il suffit de faire beaucoup de parcelles pour ne pas appliquer le décret, ce n'est pas faisable. Deuxième point, et ça c'est important et c'est souvent très mal compris, le décret s'applique à toutes les parties d'un bâtiment à usage mixte, assez fréquent, résidentiel et tertiaire par exemple, dès lors que pour les activités tertiaires, on est à 1000 m². Vous avez un bâtiment de 2000 m², il y a 1500 mètres qui sont affectés au tertiaire, il y a 500 m² qui sont affectés au résidentiel, et bien sur les 2000 m², il faut respecter le décret tertiaire. Donc voilà sur, je dirais, ces unités foncières qui posent quand même un certain nombre de difficultés.
Un point suivant, je suis désolé de cumuler les difficultés les unes après les autres, mais encore une fois, c'est pour essayer de faire une présentation générale, c'est sur la répartition des obligations entre le propriétaire et le locataire. Sur la slide suivante, voilà, elle est là, merci beaucoup. Alors, quel propriétaire? Tout propriétaire, qu'il s'agisse d'un propriétaire unique, un co-indivisaire ou un copropriétaire. Pour une personne publique, c'est évidemment le propriétaire unique qui va être principalement concerné. Et lorsque ce propriétaire unique exploite lui-même le local, il n'y a pas de difficulté, tout repose sur lui. Là où ça devient un petit peu plus difficile, évidemment, c'est en cas de location. Qui doit faire quoi? Et clairement, ce n'est pas le décret tertiaire qui l'explique. Il faut se référer au bail lorsque le bail le prévoit, et lorsque le bail ne le prévoit pas, aux règles qui régissent le bail en cause. J'ai pris l'exemple du bail commercial qui indique que, et c'est la même chose pour la plupart des baux civils, les grosses réparations sont à la charge du propriétaire, tout ce qui concerne les murs, tout ce qui concerne les clôtures, la couverture, alors que ce qui est moins important va être à la charge du locataire, l'entretien des équipements de chauffage, les systèmes de climatisation, la maintenance des installations sanitaires. Donc, pour savoir qui doit faire quoi, encore une fois, il faut aller voir ses propres documents ou voir quel régime juridique régit l'occupation des lieux. Vous comprenez que forcément, il y a un peu de frottement de temps en temps, puisqu'il y a des problématiques assez fréquentes d'interprétation des obligations de chacun. Autre point qu'il me faut aborder, ce sont évidemment les sanctions en cas de non-respect du décret. On a vu, il y a deux obligations, une obligation de transmission des données quant à la consommation pour les bâtiments en cause. Si vous ne le faites pas, vous allez être mis en demeure, et si vous ne le faites pas, c'est l'application du principe maintenant de plus en plus fréquemment appliqué du name and shame, c'est-à-dire qu'on va faire une liste des collectivités qui ne le font pas, et normalement vous devriez avoir honte d'être sur cette liste. Ça existe par exemple en matière de RGPD. Ça fonctionne pas. Je vous laisse juge de l'efficacité du dispositif. En ce qui concerne cette fois-ci l'objectif de réduction énergétique, en fonction des seuils qui ont été fixés et des pourcentages de réduction qu'on vous a présentés tout à l'heure, là encore, si vous ne les atteignez pas, le préfet vous adressera une mise en demeure et il vous laissera un certain temps, 6 mois, pour présenter un plan d'action corrective. Et si vous ne faites rien, vous serez de nouveau mis en demeure. Et si vraiment vous ne faites rien, vous aurez une amende de 1 500 € pour les personnes physiques et de 7 500 € pour les personnes morales par infraction constatée. Des montants relativement peu importants, mais évidemment, il peut y avoir un taux de récurrence et puis un nombre, je dirais, de bâtiments concernés relativement important. Enfin, et très rapidement, et plus à titre introductif de ce qui va suivre, il faut savoir que l'application du décret pose un certain nombre de difficultés et j'ai pris 3 exemples. Le remplacement des chaudières, parce qu'en vérité, pour réduire de manière efficace la consommation en matière énergétique, un changement de chaudière est souvent indispensable. Ça coûte cher. Souvent, il faut revoir l'installation complète et il faut qu'il y ait des compétences spécifiques pour le personnel pour gérer ces nouvelles chaudières. Ce n'est pas simple. Le plus grand problème, je sais qu'on en parle dans un instant, c'est la qualité de l'air intérieur, car si on isole trop bien, on le sait, on peut piéger les polluants à l'intérieur des bâtiments et créer de l'humidité. Et ça, c'est un gros problème actuel, puisque finalement, on va aller à tout prix vers une réduction drastique de la consommation énergétique, mais créer des problèmes qui sont vraiment importants à côté. Et enfin, tout dernier problème, c'est que ce sont des investissements en autoconsommation, ce qui signifie que pour que ce soit pris en compte dans vos objectifs, il faut vraiment que ce que vous avez mis en œuvre vous permettre de baisser votre consommation énergétique. Mais si, par exemple, vous faites mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit d'un immeuble pour revendre de l'énergie propre, ça ne sera pas retenu puisque ça ne concernera pas la consommation du bâtiment concerné. Et certains disent, bah oui, mais finalement, si vous n'incitez pas finalement à créer, je dirais, un cercle vertueux en permettant plus grande, je dirais, un grand développement de l'énergie propre, ça ne va pas en quelque sorte dans le bon sens. Il y a toute une réflexion, notamment devant le Sénat actuellement, à ce sujet. J'en ai terminé. Je vous prie encore une fois de m'excuser de ce problème technique qui a interrompu à un moment donné mon intervention. Merci. Merci, Maître Corneloup, pour la présentation de
du cadre réglementaire et de sa mise en application. Alors, nous avons plusieurs questions sur le fil de discussion. La première qui est arrivée est une personne qui nous indique: je recherche les valeurs absolues pour les bâtiments sportifs, piscine, patinoire, gymnase. Sont-ils sortis? Et par ailleurs, il serait intéressant qu'Opera propose les deux objectifs sur leur base de données. Mais alors effectivement, c'est souvent assez mal fait, c'est-à-dire que tout ce qui est valeur absolue est un peu passé à la trappe. Alors, on en parle même souvent pas, et quand vous pouvez aller voir sur Internet, c'est souvent complètement ignoré. Sur la première question, il faudrait qu'on regarde. Il faudrait qu'on regarde si on retrouve les données, et je propose qu'on fasse une communication à ce propos. Je ne suis pas capable de vous dire comme ça si c'est sorti ou pas. Très bien, merci. Deuxième question que nous avons: l'unité foncière passe-t-elle par-dessus les voiries, domaine public et non domaine privé de la commune? Ah, c'est un peu. Ça dépend le type de voirie, mais normalement, non, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que vous allez avoir des parcelles, mais les parcelles ne seront pas contiguës. Donc, si vous avez une voirie, on va avoir une autre unité foncière. Donc, a priori, non. Merci. Nous avons une troisième question. Enedis accompagnait les communes pour déposer sur Opera l'historique des consommations des 10 dernières années, ce qui permettait de choisir l'année de référence. Ce service étant fermé, il est difficile pour les communes de remonter si loin. Faut-il vraiment déposer sur Opera les consommations depuis 10 ans? Bah, en tout cas, enfin, oui, mais en tout cas, surtout, il faut choisir une année de référence. Alors peut-être que M. Aimé pourra répondre tout à l'heure de manière, parce que c'est très pratique, cette question à ce point-là. Après, si vous n'avez pas la possibilité de le faire, hein, dans ce genre d'hypothèse, le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est d'expliquer pourquoi vous n'arrivez pas à le faire. Juste un point technique, vous n'avez pas déclaré depuis 2010, hein, vous avez juste l'année de référence et les consommations depuis 2021. Nous avons deux questions complémentaires. La première: les sanctions financières que vous avez citées peuvent-elles être cumulatives? Alors oui, elles peuvent être cumulatives si évidemment vous avez plusieurs bâtiments de plus de 1000 mètres carrés, et puis surtout si vous persistez à ne rien faire chaque année, vous aurez la pénalité qui pourra être appliquée. Alors, tout dépend évidemment de votre volume et du nombre d'années où vous êtes réticent. On voit bien que de toute façon, c'est une réglementation qui n'a pas, pour l'instant, une finalité punitive. Il s'agit d'inciter les personnes à aller dans un sens de moindre consommation énergétique. Après, rien ne nous dit qu'effectivement, demain, le législateur ne pourrait pas intervenir et prévoir une peine pénale si on considère que le décret je dirais, d'exigence de respect du décret l'exige. Mais ce n'était pas la volonté pour le moment, on n'en est pas là. C'est quand même des amendes, franchement, les montants, 7500, c'est quand même, pour une personne morale, pas énorme pour une infraction sur une année. Merci, Maître Cornelou. Et puis une dernière question. En cas de mauvaise qualité avérée de l'air intérieur, est-il possible que la réduction de consommation énergétique concernée ne soit pas prise en compte? Alors non, c'est pas enfin, là aussi, c'est pas l'optique. L'optique, c'est vraiment de regarder quelle est la réduction à laquelle vous êtes parvenu. Donc, en plus, ça serait très difficile de démontrer que dans tel bâtiment, finalement, il y a un taux d'humidité tellement important qu'on ne va pas en tenir compte. Mais c'est plutôt que favorisant et obligeant les différents propriétaires et locataires à atteindre un certain niveau de réduction, qu'il y a des travaux qui sont réalisés en ne tenant pas compte des autres problématiques et qui posent des problèmes sur cette qualité de l'air intérieur. Donc c'est vrai que peut-être que demain, là encore, hein, un peu comme tout à l'heure sur les pénalités, il faudra que soit le pouvoir réglementaire, si c'est son domaine de compétence, soit le législateur interviennent pour prévoir un certain nombre d'éléments pour affiner finalement ce processus. On se rend compte qu'un processus qui est relativement nouveau et qui a des problèmes qui ont été créés auxquels on n'a pas pensé. Mais bon, voilà, tout cela reste encore sans doute largement en construction.
Merci. Et puis donc, il y en a une dernière qui est arrivée. On va prendre encore une minute et puis après, on devra passer à la suite. Le système Opera ne propose pas de consommation recalibrée par les données climatiques. Qu'en est-il? Non, effectivement, je ne crois pas que ce soit le cas. Là aussi, peut-être que M. Aimé pourra plus répondre à cette question très pratique, mais non, pas à ma connaissance. Bon, on verra tout à l'heure, effectivement. Tout à l'heure. Merci, Maître Cornelou, pour la qualité de l'intervention. Je vais donc passer la main maintenant à Monsieur Balem, donc DST de la ville de Bure-sur-Yvette, pour la suite de cette webconférence. Merci, bonjour. Je vais profiter de la dernière intervention de M. Cornelou. Alors effectivement, la difficulté pour les mairies, c'est de récupérer les années de référence, de choisir son année de référence et donc récupérer l'historique depuis 2010 jusqu'à 2019. Et on se sert de ces données-là pour choisir l'année de référence et pour pouvoir les comparer, on utilise bien évidemment ce qu'on appelle les DJU, les degrés jours unifiés, qui nous permettent de ramener à une rigueur climatique identique toutes les années, de façon à pouvoir comparer les années, alors qu'une année, il y aura plus de rigueur qu'une autre, donc on est obligé d'utiliser les DJU. Les DJU sont donnés dans Operat et sont fournis depuis 1980, je crois, mais ceux qui servent au calcul, c'est la moyenne entre 2010 et 2019, qui doit être à peu près à 2000 DJU, je crois. Donc ça sert évidemment à comparer les années et à choisir l'année de référence qui servira à calculer l'objectif qu'on aura réalisé en 2030, 2040 et 2050. Monsieur Cornelou parlait en fin de son intervention de la qualité de l'air. Évidemment que tous les travaux qu'on va pouvoir faire pour améliorer la performance énergétique du bâtiment ne doivent pas détériorer la qualité de l'air et le confort des usagers et agents, bien évidemment. Donc, pour ce faire, j'y reviendrai plus tard, mais il y a des moyens de contrôle qui sont d'ailleurs aujourd'hui, pour certains bâtiments, obligatoires. J'y reviendrai plus tard. Vous aviez parlé aussi du remplacement des chaudières, donc ça fait partie des choses qu'on peut faire, mais il y a aussi un décret qui est sorti qui nous aide dans la gestion de ce qu'on appelle le CVC, donc chauffage, climatisation et ventilation. Et la dernière chose dont vous aviez parlé, c'était l'intervention pour l'autoconsommation. Voilà. C'est-à-dire que, effectivement, si vous mettez des panneaux solaires et que vous vendez l'énergie à un prestataire, peu importe qui il est, ça ne sera pas pris en compte. Mais si vous avez des panneaux solaires et que vous récupérez cette énergie pour l'autoconsommer, évidemment, elle va mis en déduction de vos consommations. Et là, ça sera possible de compter sur les investissements que vous allez faire, pas en euros, mais en kilowatts que vous allez économiser sur votre consommation. À ce propos, on parle de consommation sans trop en avoir fait le détail. On parle bien de kilowatts. Donc, on parle de consommation d'énergie et non pas le montant en euros qui est en bas de la facture. C'est vraiment important parce que ça obligerait à tenir compte des taxes diverses et variées qui s'appliquent à nos factures. Et ça obligerait aussi à tenir compte de l'augmentation de la molécule. Donc, c'est vraiment la consommation. Voilà. Dans le décret tertiaire, enfin dans Opérat, vous devez rentrer les consommations en kilowatts. Donc, les mètres cubes de consommation de gaz sont à convertir en kilowatts pour pouvoir les ajouter aux consommations d'électricité, appliquer les degrés jours unifiés, ce qui vous donne une valeur et permet de choisir l'année de référence. Donc ça, c'était pour les décrets tertiaires. Management de l'énergie. Moi, j'ai peut-être pas fini, décret tertiaire. On n'a pas parlé des surfaces chauffées. En fait, effectivement, il y a une notion de surface utile. Cette surface utile est décrite dans les textes et permet de choisir, de définir des surfaces qui vont servir au calcul de la consommation par mètre carré en fonction de l'usage du bâtiment. Dans le décret tertiaire, il y a effectivement les consommations, mais il y a les surfaces notamment chauffées, avec quels moyens, si elles sont réfrigérées ou pas, à quels usages elles sont réservées, c'est-à-dire est-ce que c'est de l'accueil public, est-ce que c'est de l'accueil individuel, est-ce que c'est du bureau. Toutes ces notions-là rentrent dans le décret tertiaire, quand on a déclaré sur le portail Opérat.
On parle aussi des effectifs et des heures d'ouverture, c'est-à-dire que l'occupation du bâtiment, s'il est ouvert 1 heure par jour, n'aura pas la même incidence sur sa consommation que s'il est ouvert 10 heures par jour. Donc, on nous incite à optimiser les temps d'occupation. Voilà, ça c'est pour l'essentiel. On va passer à la slide suivante. L'historique des consommations, j'en ai parlé, c'est entre 2010 et 2019. On applique les DGU. Ben, en fait, j'ai déjà dit tout ce qu'il y a sur cette slide. On aurait dû la passer. Donc après, il y a le management de l'énergie. Donc aujourd'hui, quand on a à remplir le décret tertiaire, on est obligé de surveiller nos consommations. Pour surveiller nos consommations, on a le bon vieux tableau Excel, qui n'est pas toujours très efficace, et on peut s'appuyer sur des supports chez un partenaire, par exemple E3M, qui est notre partenaire pour Bure-sur-Yvette, qui prend toutes les consommations depuis les distributeurs, donc Suez, Enedis et GRDF. Alors Suez, pour l'instant, c'est un sujet qui n'existe pas, puisque le décret tertiaire a choisi de ne pas s'occuper de l'eau. Mais je pense que ça sera ajouté très rapidement, ce troisième fluide. Donc, toutes ces données sont téléchargées directement sur les serveurs de notre prestataire, donc 3M, qui les cumule, les historise, les transforme en graphique, comme on peut le voir sur le petit ordinateur qui est dessiné sur la slide, qui nous permet donc de voir des tendances. Donc, après, on peut adapter avec ce logiciel notre façon d'afficher les consommations, mais M. Aimé en parlera plus en détail peut-être. On peut comparer les années, on peut comparer des mois, on peut comparer des semaines, on peut surveiller des périodes à 10 minutes, à la journée, au mois. On peut faire des groupes sportifs, on peut faire des comparaisons d'établissements, si on veut faire un challenge entre une école élémentaire et une autre, si on veut faire voir l'efficacité d'une autoconsommation. On n'en a pas parlé tout à l'heure dans le décret tertiaire, et ce qui est important aussi, c'est les bornes IRVE, les bornes de recharge de véhicules électriques. Le décret tertiaire a prévu d'en tenir compte, donc vous avez un endroit, quand vous déclarez les consommations de votre établissement, où vous pouvez indiquer les consommations qui sont réservées à la recharge de véhicules électriques. Attention toutefois, il faut que ces consommations soient tracées pour être vérifiables éventuellement par quelqu'un de l'ADEME ou de l'État qui viendrait vérifier si vous avez bien consommé ça pour faire de la recharge de véhicules. Puisqu'on parle de ça, je vais revenir un petit peu sur la notion de parcelle dont a parlé M. Corneloup. Mon cas concret, c'est que quand on a une parcelle, on regarde le nombre de bâtiments qu'on a sur la parcelle, par exemple un groupe scolaire avec une élémentaire, une maternelle, une restauration et un bâtiment périscolaire. Ça, c'est le minimum. Après, on est obligé de regarder les compteurs qu'on a de disponibles sur cette parcelle. C'est-à-dire que si vous avez un groupe scolaire avec un seul compteur électrique, vous ne pourrez pas séparer les bâtiments les uns des autres. Donc, vous ne pourrez pas déclarer une consommation pour le périscolaire, une consommation pour la maternelle, une consommation pour l'élémentaire. Même si nous, sur nos tableaux, on a tendance à faire des ratios, là, Opérat, lui, il prend la consommation telle qu'elle est indiquée par Enedis ou GRDF. Donc, il va être intéressant d'installer des sous-comptages. Ces sous-comptages, on peut peut-être passer à la slide d'après. Ces sous-comptages vont nous permettre de surveiller, de trouver des gisements d'économie. Donc, par exemple, tous les sous-comptages électriques, en faisant un sous-comptage, par exemple, pour tout ce qu'on appelle puissance, donc tout ce qui est prise de courant, un sous-comptage pour tout ce qui est éclairage, et un autre sous-comptage, par exemple, pour l'eau chaude sanitaire. Donc, on pourrait en faire un pour le cas particulier de la salle de restauration. On pourrait en faire un pour suivre la climatisation, la ventilation, les CVC. Enfin, après, on va aussi loin que mauvais en sous-comptage. Attention, toutefois, quand on a beaucoup de sous-comptage, après, il faut être capable de les suivre, les analyser. Donc, la société E3M utilise des petits capteurs comme celui que vous voyez à droite sur la slide, qui permettent de remonter des informations, notamment température, humidité et CO2,
qui nous permettent donc de combiner l'information de qualité de l'air, qui va nous permettre, par exemple, dans une école, d'assurer un niveau de CO2 maximum, au-delà duquel il faut faire des actions, ouvrir les fenêtres, ventiler la pièce, sortir éventuellement si vraiment le seuil devenait important. On va avoir l'hygrométrie pour avoir le ressenti de la température, et la température qui va nous servir de référence et qui sera opposable notamment aux chauffagistes quand on aura l'usager qui nous dira c'est insoutenable, avec mon thermomètre que j'ai ramené de chez moi, j'ai 15 degrés. On pourra vérifier si ce 15 degrés est réel. Si ce 15 degrés n'est pas dû à une ouverture de fenêtre intempestive trop longue, par exemple, après l'équipe de ménage du matin qui aura voulu accélérer le séchage du sol et qui aura ouvert les fenêtres pendant une bonne demi-heure alors qu'il fait 0 dehors. Et après, la chaufferie va devoir se mettre à surconsommer pour récupérer cette perte d'énergie. Donc, ces sondes nous remontent des sous-consommations, mais nous remontent aussi des informations qui vont nous permettre de les suivre. Dans les gisements, donc, on a le chauffage, on l'a vu, donc ça sera quelque chose qui va être suivi avec le décret Bax, qui nous oblige à avoir... Non, c'était bien, Edouard, merci. Le décret Bax, qui va nous obliger, à partir de l'année prochaine, 2025, pour suivant les puissances et les dates que vous voyez sur la slide, qui va nous obliger à suivre de façon, comment je vais dire, automatique à distance, c'est-à-dire de remonter toutes les données qui nous permettent de piloter au minimum avec une intervention, c'est-à-dire de récupérer des données sur la qualité de fonctionnement d'une chaudière pour pouvoir déclencher une intervention du chauffagiste, ou alors une récupération des données et une action possible depuis le poste de contrôle, ça peut être le bureau du responsable patrimoine bâti qui va pouvoir éventuellement baisser une consigne suite à, je ne sais pas, dérive d'une chaudière depuis son poste de travail. Donc il y a 3 niveaux, je crois, pour le décret Bax, sachant que pour chaque niveau, il y a des conditions particulières à remplir et c'est bien défini. Voilà. Qu'est-ce que décret Bax? Ensuite, on avait... Je crois que ça arrive au bout. Ouais. Donc, je peux peut-être reprendre les questions si je n'ai pas été trop vite, Edouard. Merci, Monsieur Balem, pour votre retour d'expérience très enrichissant. Alors, on a eu 2 questions sur le fil pendant votre intervention, mais je crois que vous avez répondu déjà à l'une, qui était l'année de référence peut-elle être une moyenne des années 2010 à 2019? Il me semble que vous l'avez. L'année de référence est forcément une période fixe. Alors, ça pourrait être de août 2019 à de août 2015 à août 2016, si vous le souhaitez. Mais là, on rentre dans des complexités qui sont pas rigolotes, parce qu'il va falloir être capable d'afficher en face les consommations réelles. Donc, souvent, on prend une année civile. C'est quand même ce qu'il y a de plus facile à comparer. Et l'année civile, on l'a choisie et elle est fixée une fois pour toutes. C'est-à-dire, on ne peut pas revenir dessus. Donc, il faut vraiment prendre un soin particulier au choix de cette année de référence. Elle ne peut pas être 2020 parce que c'est une année blanche. Elle ne peut pas être les années d'après puisque là commence la comparaison. Donc, c'est forcément entre 2010 et 2019. OK. Merci, c'est très clair. On avait un autre commentaire qui nous disait que je n'ai pas bien compris l'impact des temps d'occupation sur la déclaration. Alors, c'est des formules qui ne sont pas visibles dans le décret tertiaire, mais en fait, ils vont s'en servir pour faire un rendement sur nos bâtiments en fonction de nos consommations. Si le bâtiment est utilisé que 2 heures par jour, eh ben, l'impact au mètre carré et au temps d'utilisation ne sera pas le même que si vous l'utilisez 10 heures par jour. Merci. Une autre question pour le décret Bax. Est-ce qu'il s'agit des bâtiments tertiaires inférieurs à 1000 mètres carrés? Le décret Bax utilise la puissance de la chaudière et pas la surface du bâtiment. Mais c'est souvent lié, puisque plus le bâtiment est grand et plus la chaudière sera puissante.
Très bien. Et puis, peut-être sur les questions qui ont été posées pendant l'intervention de Maître Cornelou, avez-vous des précisions ou des éléments à apporter sur les Bah, parties? je l'ai fait pour ce qui est de la parcelle. Après, je ne suis pas expert juridique, hein, mais moi, de ce que j'ai compris et ce que j'ai vécu sur Opérat, pour avoir fait la déclaration en temps et en heure, c'est que la partielle sert de référence, la parcelle, pardon. Après, sur cette parcelle, on regarde ce qu'on a comme bâtiment. On regarde l'usage. Il faut que ça soit du décret tertiaire. Donc, c'est du bâtiment tertiaire, usage tertiaire, au moins en partie. En partie. Ça, M. Cornelou l'a bien dit. Après, on regarde le nombre de bâtiments qu'on a. Si on n'en a qu'un, ben, il n'y a pas de souci, on déclare le bâtiment. Si on en a deux ou trois ou plus, ben, on va regarder ce qu'on a comme sous-comptage. Admettons qu'on a un sous-comptage ou un comptage, parce que ça peut être un comptage, hein. On peut avoir un bâtiment avec un compteur de notre fournisseur d'énergie sur le primaire et puis un autre comptage sur le bâtiment de maternelle. Donc on pourra faire des consommations de chacun, mais même si chacun ne fait que, on va dire, il y en a qui fait 400 mètres carrés et l'autre 600 mètres carrés, comme ils sont sur la même parcelle, pour moi, ils sont à déclarer sur une même unité fonctionnelle assujettie, comme l'appelle le décret tertiaire très simplement, entité, pardon, fonctionnelle assujettie, donc EFA. Et après, on pourra aller dans le détail en disant, ben, on a telle consommation sur ce compteur-là pour la maternelle, mais il y a une partie périscolaire, donc c'est un sous-comptage en surface, mais ça ne sera pas un sous-comptage d'énergie puisqu'on ne l'a pas. Si on l'avait, on pourrait aller dans ce détail-là. Et voilà, je crois que le détail était surtout là. C'était la parcelle est vraiment le point de départ. Après, c'est le nombre de bâtiments qu'on a dessus. Un petit détail ici, comme l'a dit M. Cornelou, si vous avez sur la parcelle un bâtiment qui est utilisé par un tiers, je ne sais pas, moi, une hôtel d'entreprise par exemple, en tant que propriétaire de la parcelle, donc du bâtiment, vous avez l'obligation de déclarer cette EFA sur le portail de Opérat, mais c'est l'occupant qui a l'obligation, dans la mesure où il a un compteur spécifique pour lui, hein, c'est l'occupant qui a l'obligation de déclarer les consommations qu'il paye sur son compteur. Donc, s'il ne le fait pas, par contre, c'est au propriétaire de lui rappeler son devoir. Donc, je rejoins M. Cornelou en nous disant qu'il est bien, enfin, nous, on a prévu de le faire, de faire un avenant au baux de nos locataires concernés par ce décret tertiaire pour leur rappeler leurs obligations de ce point de vue-là. Parce qu'aujourd'hui, bien souvent, ils ne sont pas au courant du décret tertiaire, ils ne savent même pas que ça existe. Vous voyez autre chose, Edouard? Merci beaucoup. Une dernière question, et puis après, on passera à l'intervention de Monsieur Aimé. Donc, la dernière question, quid des changements de destination ou des bâtiments désaffectés qui ont été réhabilités, réutilisés entre 2010 et 2019? Ça me fait penser à un sujet très important, je reprends la question juste après. Quand on choisit son année de référence, il est important de faire un historique des travaux qu'on a réalisés qui peuvent avoir un impact sur les consommations d'énergie entre 2010 et 2019. Exemple, si en 2015, vous avez rénové toute la toiture et que vous avez mis 25 cm d'isolant sur le toit, votre consommation, il peut être intéressant, enfin, votre année de référence, il peut être intéressant de la choisir entre 2010 et cette année de travaux. Parce que vous allez pouvoir valoriser ces travaux-là sur votre objectif de 2040, 2030, 2040 et 2050. Donc, il est très important de faire un historique des objectifs, enfin, des travaux qui ont été faits avec pour objectif de réduire les consommations. Du coup, j'ai oublié la question, Edouard. Pardon, la question était, quelle est l'incidence s'il y a eu des changements de Ah oui. destination des bâtiments désaffectés qui ont été réhabilités ou réutilisés sur cette période 2010-2019? Ça, ce serait peut-être plus M. Cornelu qui serait plus à même de répondre que moi, mais je pense qu'il faut mettre à jour chaque année, en même temps qu'on rentre les consommations de l'année précédente. Donc là, nous, on a rentré il n'y a pas très longtemps les consommations de 2023. Je pense qu'il faut mettre à jour les usages des bâtiments. Mais là, je laisse la main aux juristes. Je ne sais pas. Je n'ai pas été confronté à ce sujet-là encore, c'est trop frais. Le juriste n'est pas là.
Si, je suis là. Oui. Je suis toujours là, je vous écoute avec attention au contraire. En réalité, il faut bien garder à l'esprit qu'il faut raisonner par rapport à l'affectation au tertiaire. On n'est pas dans une problématique d'urbanisme pour savoir si c'est affecté à, je ne sais pas, un hôtel ou je ne sais quoi. Est-ce que c'est du tertiaire ou pas? Ça, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Et effectivement, je vois un peu ce que vous dites. Vous dites, mais oui, mais finalement, moi, je prends l'année 2016. Sur mon bâtiment, à l'époque, j'avais 100% qui correspondait à du tertiaire. Et puis, entre-temps, il se trouve que 60% de ce bâtiment, on l'a affecté à autre chose qu'à du tertiaire. En sachant qu'on parle quand même de maîtres d'ouvrage publics et que quand même l'immense majorité de vos bâtiments vont être du tertiaire. Et effectivement, si vous comparez l'année 2023 par rapport à cette année-là avant les affectations, bah, ça ne sera pas tout à fait juste. Donc il faut absolument que vous puissiez comparer ce qui est comparable. Et si, entre-temps, je dirais, il y a des affectations que vous ne pouvez pas éviter, c'est sur le pourcentage restant qu'il faudra faire la comparaison. Sinon, évidemment, votre calcul n'a strictement aucun sens. Mais encore une fois, il faut regarder si ou non c'est affecté au tertiaire. Et à mon sens, vous allez assez rarement sortir de cette catégorie. Merci. Monsieur Balem, une toute dernière question qui est arrivée, puis après on passera à l'intervention suivante. Si nous sommes en DSP, doit-on le prendre en compte dans l'unité foncière? Bah, en fait, le propriétaire de la parcelle, ça reste la mairie, donc DSP ou pas. Il doit faire sa déclaration de l'EFA sur le portail de Opérat. Et après, rappeler les obligations de déclaration des consommations à son délégataire. C'est ça pareil avec un bail, un autre bail ou avec un autre montage financier pour l'utilisation de ce bâtiment. C'est celui qui consomme qui déclare. Et celui qui est propriétaire déclare la parcelle et celui qui consomme déclare ses consommations. Dans la mesure où le compteur est à son nom, hein. Si le compteur est au nom de la mairie, c'est à la mairie de faire la déclaration des consommations. Mais si le délégataire paye ses consommations, c'est à lui de déclarer ses consommations. Parfait. Merci beaucoup pour tous vos retours d'expérience. Monsieur Aimé, vous pouvez prendre la suite, s'il vous plaît, pour la présentation. Parfait. Bonjour. Effectivement, donc Maître Corneloup et Monsieur Balem ont tous deux abordé le sujet du management de l'énergie. Le management de l'énergie est une discipline qui existe et qui a existé bien avant le décret tertiaire et le décret Bax. Et on va voir dans la présentation que je vais vous faire qu'en fait, c'est un outil, le management de l'énergie, c'est un ensemble de méthodes qui est parfaitement adapté au décret tertiaire et qui va en fait faciliter la vie de ceux qui, comme vous, vont avoir en charge la réalisation de travaux et surtout le pilotage des consommations. On parle moins de suivi de conservation, maintenant c'est vraiment du pilotage de ces consommations par rapport, comme M. Balem vient de le dire, à des travaux de rénovation qui ont été réalisés sur une toiture, un changement de système de chauffage. Alors pourquoi les bénéfices en fait du management de l'énergie dans le cadre de ces réglementations? La première, on parle de consommation d'énergie, de calcul, on vous a parlé de DJU, de degrés jour unifié, des formules de calcul. Tout ça, c'est des mathématiques, c'est de l'informatique. L'intérêt du management de l'énergie, ça va simplifier tous ces calculs puisque ça va vous permettre de vous conformer à la réglementation grâce à ce logiciel informatique qui automatiquement va récupérer les mesures de consommation de vos différents bâtiments, écoles, gymnases, crèches et autres, et les alimenter automatiquement sur les plateformes, donc la plateforme Opérat en particulier. Aujourd'hui, les communes et agglos qui travaillent avec nous, on est capable automatiquement chaque année d'alimenter donc cette plateforme Opérat sans que vous ayez besoin d'intervenir. Donc ça vous facilite la vie, ça vous fait gagner du temps sur cette réglementation. Deuxième chose, donc le pilotage des consommations d'énergie. Les consommations d'énergie, et on le sent bien depuis 2 ans, vous l'avez senti avec la hausse brutale
des tarifs, en particulier d'électricité et du gaz, c'est pas seulement suivre ses consommations, c'est aussi suivre ses dépenses. Et donc, le management de l'énergie va avoir aussi comme intérêt pour vous de vous donner une vision objective, à jour, de vos consommations en kilowattheure et de vos dépenses en euros. Donc, le deuxième intérêt, c'est vraiment cet aspect de pilotage où vous allez connaître ces consommations et connaître vos dépenses, donc l'avancement par rapport à votre budget, budget fluide. Et puis, le troisième volet important du management de l'énergie dans le cadre de vos travaux, c'est effectivement mesurer l'impact des plans d'action que vous allez décider, que vous allez financer et mettre en œuvre. C'est le suivi du retour sur investissement, le ROI chez les Anglais. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit de connaître une situation avant d'avoir engagé des travaux, par exemple, rénovation sur une école. On connaît les consommations avant, et puis on va mesurer les consommations après avoir réalisé ces travaux, et vous allez avoir en direct, en fait, l'impact en termes de consommation d'énergie, en termes de dépenses, et puis également en termes d'avancement par rapport à l'objectif dont a parlé Maître Corneloup, de réduction de moins 40, moins 50, moins 60%, parce que ça, ce ne sont que des chiffres, mais en réalité, sur chacun de vos bâtiments, ça va se transformer en kilowattheures qui vont être effectivement non consommés sur vos bâtiments rénovés. Donc voilà les intérêts du management de l'énergie. On va juste passer pour vous expliquer en quelques mots, voilà, nous, et pourquoi on a décidé de se spécialiser sur le patrimoine public et en particulier sur les bâtiments des collectivités locales. C'est parce qu'il faut très bien connaître ces bâtiments. On ne suit pas et on ne pilote pas un gymnase ou un groupe scolaire ou un CTM comme on pilote une usine ou un bâtiment de bureau tertiaire d'entreprise. Donc, nous, on a choisi de se spécialiser et vous allez voir l'intérêt ensuite derrière en termes de ce qu'on appelle benchmark, c'est-à-dire comparaison de la performance de ces bâtiments. Juste après, quelques exemples, parce que le management de l'énergie, juste sur la slide suivante, le management de l'énergie, c'est aussi des économies. On parle, et c'est en fait l'origine de cette discipline, elle est bien là. On voulait réduire les consommations d'énergie, mais aussi veiller à ce que les budgets soient les plus maîtrisés possibles avec des économies en euros. Donc effectivement, on réduit des dépenses, on améliore, on optimise les contrats de fourniture, on réduit, alors on l'a vu avec depuis 2 ans avec la hausse du prix du gaz en particulier, donc ça permet aussi de suivre et d'agir et de réduire sensiblement les consommations de chauffage, et puis dans tout type de bâtiment, réduction des kilowattheures, ça c'est l'objectif pour le décret tertiaire, avec réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la commune. On va juste passer sur la présentation maintenant des principales, on va dire, des principales fonctionnalités du management d'énergie. J'en ai parlé, pilotage des consommations. Vous avez une image claire et précise du patrimoine immobilier et de ses dépenses. L'intérêt, c'est ça, c'est qu'au lieu d'avoir à faire des fichiers Excel, des formules, des macros, des choses compliquées, de pouvoir mettre ça à jour chaque mois à partir des factures, là, vous avez un outil qui vous l'affiche directement. Ça permet donc ensuite une meilleure gestion des consommations d'énergie, en particulier parce qu'on peut comparer les bâtiments les uns avec les autres. Je reviens sur mon exemple. Par rapport au décret tertiaire, vous avez 2 gymnases sur le même territoire. On peut ramener les consommations par mètre carré. On peut corriger ces consommations des DJU, donc de la rigueur climatique. Et là, on obtient une valeur en kilowattheure par mètre carré corrigé du climat qui correspond exactement au calcul qui est fait sur la plateforme Opérate. Et là, vous avez donc une comparaison objective de vos 2 gymnases. Et intérêt supplémentaire, vous pouvez aussi les comparer par rapport à des gymnases de même ancienneté, on va dire. Vous pouvez les ramener à un ensemble plus large
en disant, ben voilà, mes gymnases, comment est-ce qu'ils performent par rapport aux gymnases qui se trouvent dans le département ou qui se trouvent dans la région. À chaque fois, on se rapprochera de Météo France pour avoir évidemment les températures, donc la rigueur climatique qui correspond à la station météo la plus proche de votre commune. Troisième élément, j'en ai déjà parlé, meilleure gestion de son budget, ça permet de faire quoi? Ça vous permet aujourd'hui, par exemple, on arrive à la fin du mois de mai, de vous dire où en suis-je de mon budget 2024? C'est quoi l'atterrissage à fin 2024? Donc vous pouvez anticiper en fait les évolutions grâce à ce suivi de consommation et sa traduction en euros. Et puis, dernier point, c'est important en termes de communication et l'outil de management de l'énergie va aussi vous permettre d'avoir cette capacité d'un clic de souris à pouvoir récupérer ce qu'on appelle le rapport de portail. C'est en fait un rapport qui va être, dont le format va être adapté au destinataire. Donc, un élu, par exemple, il va vouloir avoir juste un simple tableau sur une page avec les grands chiffres en électricité, en gaz par exemple, en chauffage de ces bâtiments. Si vous envoyez le rapport au service des sports, lui, il voudra le détail sur chacun de ces équipements. Voilà. Tout ça, évidemment, est fait de manière automatique. Donc, nous, on a signé un contrat avec les concessionnaires que vous voyez là, donc avec Enedis, pour récupérer toutes les informations d'électricité, les compteurs Linky et autres, GRDF, c'est les Gaspard. Donc, vous avez tous, je pense, aujourd'hui, dans vos collectivités, ces compteurs communicants qui sont installés. On est en contrat avec ces concessionnaires pour aller les récupérer. Suez, c'est pour l'eau. Dalkia, c'est du chauffage urbain. Bref, on a l'ensemble des données automatiquement. Donc, vous n'avez rien gagné à faire. Vous gagnez du temps et surtout, vous avez ces informations, donc ces mesures au jour le jour, à la fin du mois, quand vous sortez votre rapport, vous êtes sûr d'avoir des consommations réelles et non plus des consommations estimées. Voilà, on peut passer sur un élément important parce que vous n'êtes pas tous les jours devant votre ordinateur. Vous avez des services techniques qui sont sur le terrain. Donc, on ajoute à ça dans le domaine du management d'énergie, avec l'outil de management d'énergie, une gestion d'alerte. C'est-à-dire, en fait, on va suivre les consommations d'un bâtiment. Je vais changer, je vais prendre par exemple une crèche. Et si on voit que la consommation de chauffage, gaz ou d'électricité évolue de manière anormale à un moment donné, à ce moment-là, on va vous envoyer un message pour vous alerter, pour dire attention, allez voir ce qui se passe. Là, il y a une consommation qui est injustifiée, ou en tous les cas, il faut regarder est-ce qu'on n'a pas dérogé au chauffage à un moment donné et puis on l'a laissé fonctionner sans être revenu à l'automatisme qui était prévu initialement. Voilà, on peut passer sur le dernier point et j'en aurai terminé avec ma présentation sur le prochain slide. Organisation tarifaire. Alors, j'en ai pas parlé, je vais aller vite. Il s'agit là d'économies qu'on appelle administratives. Il s'agit de réduire le montant des abonnements de vos contrats. Pour faire simple, c'est la loi, on parle du TURC, c'est une loi qui vous permet chaque année de modifier les paramètres. Donc, on va calculer les paramètres les plus adaptés à l'intérieur du management d'énergie. Comme on a les données réelles, on sait vous dire exactement combien vous devez payer. Et là, ce sont des montants d'abonnement sans travaux que vous pouvez récupérer. Je termine avec le dernier slide cette fois-ci, ce qu'on appelle la gestion déléguée des contrats. Et ça, c'est important. Il y a l'outil informatique, c'est très bien. Mais ce que l'on veut, c'est aussi que vous ayez des interlocuteurs. Donc ça, c'est le service qui va vous permettre de nous confier les démarches administratives auprès des concessionnaires. Vous avez vu qu'on est en relation tous les jours avec les Enedis, GRDF, Dalkia et autres. Et donc, on va pouvoir de cette manière-là intervenir pour votre compte. Vous allez nous mandater pour qu'on puisse intervenir pour votre compte sur les contrats de fourniture d'électricité, de gaz, de chauffage, sur le photovoltaïque, que sais-je. Voilà, j'en ai terminé. Je vous rends la parole s'il y a des questions. Merci, Monsieur Aimé. Alors, nous avons effectivement plusieurs questions. On va prendre quelques minutes, bien sûr, pour y répondre. Première question, peut-on quantifier nous-mêmes les économies d'émissions à effet de serre à partir de nos économies d'énergie, pardon?
Alors, effectivement, là, ce dont j'ai parlé, ce sont des économies en kilowattheure. Pour arriver à du CO2, donc il faut partir du kilowattheure, il faut corriger du climat. Ça, je pense, maintenant, on l'a expliqué plusieurs fois avec la température, la rigueur climatique, l'hiver plus froid. Donc, on passe en kilowattheure corrigé des DGU. Et puis ensuite, pour passer en CO2, il y a des formules de calcul. Là aussi, c'est du management d'énergie. Pourquoi? Parce que ça dépend chaque source d'énergie, donc le bois, la biomasse, le gaz de ville, le propane, l'électricité nucléaire, etc. Ils ont chacun des coefficients particuliers qui nous permettent de les convertir en tonnes, en équivalent tonnes de CO2. Donc oui, le management de l'énergie, ça intègre effectivement la valorisation des économies en kilowattheure en tonnes de CO2 évitées. Sur les rapports de fuite, vous l'indiquez d'ailleurs. Oui, tout à fait. Merci. Deuxième question, l'acquisition de votre outil permet-il de mobiliser des financements CEE, ACT, etc. Alors, les programmes, il y a effectivement des subventions dans les programmes ACT, Sequoia et autres, donc je n'ai pas tout le détail, mais effectivement, la réponse est oui, nous avons des communes qui bénéficient de ces subventions, mais non, il n'y a pas de C2E, c'est-à-dire de certificat d'économie d'énergie. Merci. On nous demande aussi une idée du coût de cet outil. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, on va dire que je vais vous donner un coût, vous allez voir, c'est très simple. Il y a un coût de 43 € par an par point de mesure, c'est-à-dire par contrat de fourniture. Si vous avez 20 compteurs d'électricité et 10 compteurs de gaz, ça fait 30 compteurs à 43 €. Et puis, il y a un forfait annuel qui est de l'ordre de 2500 €. Donc, ça vous donne un ordre de coût, on va dire, de 5000 € à l'année. Merci. D'autres questions, Monsieur Aimé? Quelle est la plus grosse diminution d'énergie que vous avez réussi à mettre en place? Ah, on a quelques records. On a, pour une commune sur l'optimisation tarifaire, donc les contrats, ce que je vous ai montré tout à l'heure, le contrat d'électricité, c'est plus de 50 000 €. Et ça date il y a… Oui, du mois d'avril. Mois d'avril. Donc, c'est très, très récent. On vous a montré la réduction. Alors, nous, on fait des statistiques par fluide, hein, parce que, évidemment, l'électricité ou le gaz ou le chauffage urbain, c'est des choses très différentes. Sur le gaz, l'exemple qu'on vous a montré, c'est une réduction sur une année de 36% de la consommation en kilowattheure. Alors, évidemment, comme le prix du gaz avait augmenté, ça fait une moindre diminution, mais c'est quand même une économie importante sur ce poste-là. Merci. Nous avons une dernière question. Comment accéder au portail E3M ou Sileno? Alors, j'en ai pas parlé, effectivement. Ce que nous avons fait, en fait, pour vous dire, Sileno, c'est une société suisse qui est notre fournisseur de la base de données que vous avez vue. Ce que l'on fait, nous, c'est qu'on l'a mis en musique spécifiquement pour les bâtiments publics. Donc, on a des formats pour les gymnases ou pour les écoles. Donc, si vous voulez accéder, vous accédez de cette manière-là à cette base de données. Donc, si vous voulez accéder, vous pouvez rapprocher de nous, 0 Water, et puis on sera ravis de vous accompagner pour vous fournir cet accès. Et en tout état de cause, si vous le souhaitez, on n'aura pas eu le temps aujourd'hui, mais on pourra faire une démonstration. Alors, oui, un point important pour ceux pour lesquels c'est possible. Donc, ça va vous poser, il y a deux points par rapport à ça. Jeudi prochain, jeudi matin, nous réunissons nos clients. Donc, s'il y en a certains qui sont proches de l'Essonne et qui ont de la disponibilité jeudi matin et qui souhaitent venir voir notre produit et rencontrer aussi des alter ego, des communes et agglos, eh bien, vous êtes les bienvenus, vous pouvez nous contacter et puis on sera ravis de vous envoyer une invitation.
Très bien. On a une dernière question qui vient d'arriver. Intégrez-vous les données de consommation d'eau? Alors, effectivement, aujourd'hui, vos fontainiers, j'ai parlé de Suez tout à l'heure, mais Veolia le fait également, enfin, installent des sondes radiofréquences sur les compteurs d'eau pour pouvoir relever vos consommations d'eau. Et grâce à ça, alors il y a une prestation payante auprès de vos fournisseurs d'eau, mais qui nous permettent de récupérer les consommations d'eau, comme on a parlé de M. Valem d'ailleurs, puisque à Bure-sur-Yvette on le fait. On récupère les consommations d'eau heure par heure au fil de la journée. Et j'ajouterais que c'est un des gisements le plus intéressant aujourd'hui avec l'outil de suivi des consommations, puisqu'on a les alertes de fuite ou de surconsommation, mais c'est les fuites qui sont surtout très intéressantes dans ce que je vais dire. Ça va nous permettre d'agir sur des travaux de fuite qu'on ne voit pas et qu'on pourrait ne pas détecter sur les factures, qui vont nous amener à avoir des dégrèvements. Et j'ai eu, par exemple, sur un terrain de sport avec juste 2 petits vestiaires, une fuite enterrée qui a duré des mois, qu'on ne détectait pas parce qu'on a été encore avec un compteur non connecté. Et cette fuite, quand on a demandé le dégrèvement, on a récupéré 11 000 €. Donc, ça peut être très intéressant. On a effectivement un retour concret. Une autre question, quelles sont les données que nous aurions à vous transmettre à la mise en place de l'outil? Alors, ce qu'il nous faut, c'est… On met en place, nous, ce qu'on appelle le référentiel, c'est-à-dire la liste des bâtiments concernés. Alors, on a des communes qui nous demandent juste les bâtiments assujettis au décret tertiaire, d'autres décrets tertiaires et décrets BAX, comme disait M. Valem, il n'y a pas beaucoup de différence, mais il y en a quand même, ça peut arriver. Et puis d'autres nous donnent tout le patrimoine. Donc, la liste des bâtiments avec le type de bâtiment et l'année de construction. Et puis, en regard de chacun des bâtiments, le contrat, c'est-à-dire le numéro de compteur d'électricité, de gaz correspondant à ce bâtiment. À partir de ça, vous nous mandatez, donc on va voir dans la base de données des fournisseurs, on va chez Enedis, on récupère toutes vos mesures. Et effectivement, l'historique, on en parlait tout à l'heure, on peut remonter 10 ans en arrière. On fait la même chose sur le gaz, enfin avec chacun de vos, avec Suez, enfin Veolia sur l'eau, on fait la même chose. On remonte toutes ces données et à partir de là, vous avez accès à votre patrimoine. Il y a un mandat. Et il nous faut nous mandater. Qui permet d'assurer la confidentialité des données. Exactement. Merci. Une autre question qui vient d'arriver. Est-ce 43 € par compteur eau, gaz, électricité pour l'outil? Exactement. Exactement. Alors, c'est le tarif par compteur. Nous, on appelle ça point de mesure, mais c'est par compteur. Donc, sur un bâtiment, si vous avez eau, gaz, électricité, vous faites 3 fois 43 €. Sur l'eau, encore une fois, si je peux me permettre le petit blanc, hein, les 43 €, ils sont très vite payés avec l'économie d'eau qu'on fait. Merci beaucoup. Je pense que nous avons traité l'ensemble des questions qui ont été posées sur le fil. On va donc arriver au terme de cette webconférence. Un grand merci à l'ensemble des intervenants pour la qualité des échanges. Voilà, pour éclairer sur le sujet du décret tertiaire qui est parfois un peu complexe. On voit qu'il y a des solutions qui sont assez facilement possible à mettre en œuvre. Donc, il y a des choses à faire. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à nous contacter par mail. Vous avez l'adresse mail qui s'affiche sur la présentation ou directement sur les réseaux sociaux. Vous recevrez donc encore une fois le replay de cette webconférence si vous souhaitez le visionner, le revisionner ou le partager. Et puis, voilà, n'hésitez pas également à interagir avec nous si vous le souhaitez. Bonne journée à tous. Merci beaucoup.